Vincenzo Aiutino, tueur en série. Il a tué 3 femmes en 91 et 92 à Longwy, en Lorraine. Et quand on découvre son histoire, on se dit que dans sa vie, cette folie meurtrière était écrite depuis son enfance, depuis que son père lui faisait manger ses excréments quand il faisait ses besoins au lit, depuis qu'il a mis le feu à l'appartement de sa mère, depuis qu'il a quitté l'école et commencé cette vie d'errance. Vincenzo Aiutino était une bombe en puissance. Beaucoup le savaient. À l'époque où on l'a arrêté pour les 3 meurtres de femmes, il avait un surnom. L'homme aux 50 affaires, tant son casier judiciaire était chargé. Aiutino était en pleine escalade criminelle. Elle l'a conduit au pire. Longwy, à la frontière franco-belge, le long bourg. Jusque dans les années 80, la ville de l'acier et de la fonte. Midi, le 6 août 91. Isabelle Nénan, une jolie attachée commerciale de 20 ans, quitte son travail pour déjeuner. Mais après la pause, elle ne revient pas. À 15 h, l'un de ses collègues téléphone chez ses parents. Inquiet. Isabelle est une fille sérieuse, ponctuelle. Ce retard est tout à fait inhabituel. Ils n'ont pas de nouvelles. Sa famille se lance à sa recherche. On a retrouvé sa voiture sur le parking du rond-point à Mont-Saint-Martin, à côté de l'hôpital. Et dans la voiture, il y avait encore le sandwich. Isabelle n'a pas déjeuné. Les portières de sa voiture sont fermées à clé. Le père fonce au commissariat. Il m'indique qu'il n'y avait aucune raison qu'Isabelle ait fugué, puisque ces derniers jours, elle se trouvait très très bien mentalement, moralement. Elle ne connaissait aucun problème, donc il n'y avait aucune raison pour qu'elle disparaisse ainsi, qu'elle fasse une fugue. Mais il en faut plus pour inquiéter les policiers. Et ça rend Bertrand Le Nénan furieux. On a été reçus et ils nous ont répondu, vous savez monsieur, il faut attendre 24 heures pour qu'on puisse faire les recherches parce que votre fille a peut-être fait une fugue et tout ça. Isabelle est majeure. Après tout, elle a bien le droit de disparaître. De refaire sa vie ailleurs, si bon lui semble. La police peut tout juste lancer une RIF, une recherche dans l'intérêt des familles. Mais rien de plus. Mes collègues et moi avons pensé effectivement qu'il s'agissait d'une fugue. Puisque dans les jours qui suivent, nous entendons également des amis d'Isabelle Le Nénan qui nous disent qu'Isabelle Le Nénan n'était pas si bien que ça dans les mois qui ont précédé sa disparition, à savoir qu'elle était fiancée depuis déjà longtemps et qu'elle voulait se marier très rapidement. Or, son fiancé avait engagé des études très longues et lui désirait se marier à la fin de ses études. Donc, certaines personnes disaient qu'elle ne supportait plus non plus son père qui insistait donc pour qu'elle continue dans la voie du mariage. Pour sa famille, Isabelle est une jeune femme épanouie, équilibrée et amoureuse. Il est impossible qu'elle ait fugué. Elle avait son travail, justement, elle était contente d'avoir trouvé ce travail-là, elle était bien, et puis c'est tout. Dès le lendemain, les policiers se rendent avenue de la Gare, chez une amie d'Isabelle. La jeune femme avait l'habitude d'y prendre ses pauses déjeuner. Et manifestement, elle est bien venue s'y reposer le jour de sa disparition. Sa vaisselle est faite, elle a pris une douche, elle a même regardé la télé, puisqu'elle a oublié de l'éteindre. Les policiers interrogent les voisins de l'immeuble. Quelqu'un a peut-être remarqué Isabelle à son arrivée ou à son départ. Mais ça ne donne rien. Son père a une certitude. Depuis qu'il a retrouvé la voiture de sa fille sur le parking du supermarché. Ce n'est pas ma fille qui a garé la voiture sur le parking du rond-point. Parce que les roues, ils étaient tournés dans un sens. Je vous dis franchement, non. Là, sur le parking, ce n'est pas ma fille qui a garé sa voiture. Voilà. Bertrand Le Nénan a appris à Isabelle à garer sa voiture les roues toujours droites. Toujours droites. Alors si ça n'est pas elle qui a déplacé la voiture, qui ? Le père demande aux policiers de procéder à un relevé d'empreintes.
La police, oui, elle a dit que ça servait à rien de faire les empreintes. Ça sert à rien parce que vu que ma fille, pour eux, elle avait fait une fugue. Mais ils auraient été malins. Ils auraient fait les empreintes sur les poignets, même sur le volant, tout. Mais ils auraient pu trouver. La famille va effectivement nous demander de faire un relevé d'empreinte. Or, on était au mois d'août. Le spécialiste de l'identité judiciaire n'était pas là. Donc, et puis comme on n'a pas cru à un crime dès le départ, pour nous, il n'y avait pas de raison de pratiquer ce genre de recherche. La police de Longwy n'a pas fait son travail. Connaissant ma fille, je vous dis franchement, non, c'est pas possible qu'elle faisait une fugue. Si elle serait partie, mettons, avec quelqu'un, bon, elle aurait peut-être dit, tiens, voilà, je m'en vais, et puis c'est tout. Sur son compte en banque, il n'y avait rien enlevé. Pas un centime d'enlevé sur son compte en banque. Alors, nous, on s'inquiétait, parce que si elle est partie avec quelqu'un, son compte en banque, il a raté, comment on dit, débité. La police ne veut pas rechercher Isabelle. Sa famille va s'en charger. À plusieurs reprises, la nuit, M. Lenénan se présentait au commissariat de Longwy. Il était accompagné de nombreux amis et voisins. Ils étaient à plusieurs véhicules. Dans les véhicules, certains véhicules, on avait retrouvé des fusils de chasse, etc. Donc M. Lenénan était déterminé et voulait à tout prix faire des barrages la nuit, procéder à des fouilles de véhicules, contrôler les gens, etc. Ce que nous avons refusé, bien entendu. Maître Kremser, vous êtes dans cette affaire d'abord l'avocat de la famille Lenénan. Lorsqu'Isabelle disparaît, pour cette famille, c'est évident, ça n'est pas une disparition volontaire. Pour la famille, ça ne peut pas être une disparition volontaire dans la mesure où c'est une jeune fille tout à fait normale, qui a une famille qui l'entoure, un fiancé, tout se passe bien, ça ne peut pas être une disparition. Elle ne manifestait aucun signe dépressif Rien ne laissait penser que quelque chose se passerait ou qu'il y aurait quelque chose qui irait mal dans sa vie. En réalité, le véritable problème, c'est que la famille va se substituer très rapidement au service de police, au niveau effectivement de l'enquête. Parce que la famille fait des choses que la police ne fait pas, quoi. Voilà, en étant persuadé que, en définitive, une disparition ou une fugue, puisque c'est la thèse qui est avancée, ça n'est absolument pas possible compte tenu du comportement d'Isabelle. Les relations entre la famille d'Isabelle Lenénan et les policiers du commissariat de Longwy sont de plus en plus tendues. La défiance règne, mais la famille ne désarme pas, elle continue ses recherches et ça va payer. Le 10 août, 4 jours après la disparition d'Isabelle, la famille découvre son sac à main dans un terrain vague. Tout près du parking où sa voiture a été retrouvée. Et ça va intéresser les policiers. Immédiatement, nous avons fait appel à des chiens de recherche, des chiens de sauvetage, accompagnés de sapeurs-pompiers. Ces chiens sont arrivés sur place, ont reniflé le sac à main d'Isabelle, et tous les trois chiens ont pris immédiatement la direction d'un vieux bac de décantation des mines de Mont-Saint-Martin qui était rempli d'eau. Les sapeurs-pompiers ont plongé dans ce bac de décantation, mais n'ont pas tardé à en ressortir puisque la visibilité était réduite à environ 50 cm. L'eau était très, très trouble, très, très sale. Isabelle Lenénan s'est peut-être suicidée en se jetant dans l'un des bassins. Roland Schmidt-Dory, le procureur de la République de Briey, donne l'ordre de les vider. Il a fallu procéder au pompage de ces bassins de décantation. C'était effectivement une opération longue parce que chaque bassin de décantation contenait 300 000 m3 d'eau et il fallait donc un certain temps pour que cela se fasse et une vingtaine de camions-citernes se sont relayés pour procéder à ce pompage. Le 16 août, fin du pompage. Les bassins sont vides, pas la moindre trace d'Isabelle. Les policiers changent de stratégie. Nous avons lancé quand même un appel à témoins par voie de presse. Et
Cet appel à témoins s'est révélé positif parce que nous avons eu pas moins de 7 personnes qui se sont identifiées. Ces personnes juraient avoir reconnu Isabelle Le Nénan, soit dans le quartier de la Gare, soit dans le quartier de Montigny, à Metz. Personne ne pouvait se tromper, notamment puisqu'il s'agissait de témoins qui étaient des membres de la famille Le Nénan. D'autres témoins étaient des voisins habitant le même village qu'Isabelle Le Nénan. Donc pour eux, il ne faisait aucun doute, c'était bien elle qu'ils avaient vue. Ces témoignages-là, parfaitement crédibles, m'avaient conduit à ce moment-là à classer l'affaire, car je n'avais aucun élément d'ordre pénal. À partir du moment où vous ne retrouvez pas un corps, il n'y a pas de crime, donc aucun cadre d'enquête. Et dans le cadre de recherche de majeurs en fugue, à part le signaler au centre du SRPJ, on ne peut rien faire. Le 22 août, 2 semaines après la disparition d'Isabelle Le Nénan, l'affaire est classée. Maître Kremser, comment réagissent la famille et les amis d'Isabelle Le Nénan quand ils découvrent que la police a décidé de stopper ses recherches? La famille est totalement désemparée. Et c'est la raison pour laquelle ils prennent contact avec mon cabinet et qu'il est décidé de déposer une plainte avec constitution de partie civile pour enlèvement, séquestration. On veut faire avancer les choses et on est à ce moment-là où véritablement la famille Le Nénan se dit « Nous sommes des gens modestes, on ne fait rien pour nous, on va voir un avocat, on prend les choses en main ». Ils ont le sentiment d'une injustice sociale. Ils ont véritablement ce sentiment-là. Que s'ils avaient du pouvoir, s'ils étaient des notables, on s'occuperait de leur histoire. C'est exactement ça, et c'est la raison pour laquelle ils font cette démarche auprès de mon cabinet. La constitution de partie civile auprès du juge d'instruction directement garantit qu'une enquête aura lieu. Absolument. Le 13 septembre 91, un peu plus d'un mois après la disparition d'Isabelle Le Nénan, une seconde jeune femme disparaît mystérieusement, toujours à Longwy. Elle s'appelle aussi Isabelle. Isabelle Christophe. Isabelle Christophe a 21 ans. On s'appelait tous les 2 jours. Et j'ai essayé de l'appeler depuis 1h30 de l'après-midi, mais pas de réponse. Le soir, j'ai téléphoné à ma nièce. Je lui ai dit, écoute, va voir, Isabelle ne répond pas au téléphone, c'est bizarre. Et là, ma nièce est revenue, elle a dit, écoute, son courrier est en bas, sur l'escalier. Et là, j'ai dit, appelle les pompiers. Je lui ai dit, fais enfoncer la porte, il y a quelque chose. Isabelle Christophe est caissière au supermarché de Longwy, ce supermarché près duquel on a retrouvé la voiture d'Isabelle Le Nénan. Le lendemain de sa disparition, les policiers interrogent ses proches et retracent son emploi du temps. Isabelle Christophe a quitté le supermarché à 10h du matin, une baguette à la main. Elle rentrait chez elle, avenue de la Gare, dans un immeuble tout proche de celui où Isabelle Le Nénan faisait ses pauses déjeuner. Les policiers vont sur place. L'appartement est vide. Mais ils font une découverte intéressante. Une lettre dans laquelle Isabelle évoque une déception amoureuse. Son copain l'a quittée et elle écrit qu'elle a parfois envie d'en finir. C'est une fille qui était en souffrance continuelle depuis plusieurs mois. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas supporté le divorce de ses parents 10 ans auparavant. Elle n'avait pas supporté le décès de sa sœur 2 ans auparavant. Elle n'avait pas supporté que son ami la laisse tomber au mois de juillet 91. Donc l'enquête, pour nous, dès le départ, on pense qu'elle s'est suicidée. J'ai jamais pensé qu'elle avait fugué, qu'elle se soit suicidée. Elle adorait les enfants, elle aimait la vie, c'est ce qu'a de le dire. Elle était toujours joyeuse, toujours bien mise. C'est pour ça que jamais je n'aurais pensé de cela l'instant qu'elle s'est suicidée ou disparue. Là encore, c'est l'incompréhension entre la famille et le commissariat de Longwy. Moi, la lettre, j'en ai pas tenu compte. Eux, ils en ont tenu vraiment compte. Pour eux, c'était ça. Ils pensaient même pas regrouper la première Isabelle qui avait disparu avec la mienne. Pour eux, c'était impossible.
2 disparitions en moins de 2 mois. 2 jeunes femmes qui portent le même prénom, qui ont le même âge et qui se volatilisent en plein jour dans le même quartier. Pour les policiers de Longwy, les 2 affaires n'ont rien à voir. On ne fait toujours pas de rapprochement pour la bonne et simple raison que pour nous, Isabelle Christophe s'est suicidée. Elle a laissé une lettre désespérée où elle fait part de ses intentions suicidaires. On entend ses collègues de travail, sa famille, qui confirment qu'elle est dans un état de souffrance continue depuis des mois. Donc les policiers abandonnent les recherches. Mais la mère d'Isabelle Christophe ne baisse pas les bras. Elle compte bien retrouver sa fille, avec ou sans l'aide de la police. On a cherché, nous aussi, toute la nuit, on a téléphoné aux hôpitaux, on a patrouillé et tout, parce qu'il y a des gens qui, soi-disant, l'avaient reconnue là ou là, et on cherchait, il y en a même qui ont dit qu'elle venait sur la tombe de sa sœur la nuit. Vous voyez, jusqu'où que ça a été. Donc, mon mari et mon fils, ils ont été voir la nuit chercher. On l'a cherché. Mais on l'a jamais trouvé, là. Maître Kremser, vous devenez aussi l'avocat de la famille Christophe. Et une fois de plus, on a là affaire à une famille qui a le sentiment qu'elle n'est pas prise au sérieux, quoi. C'est exactement la même chose. Les 2 dossiers des 2 Isabelle sont absolument parallèles. L'enlèvement a lieu dans les mêmes conditions, ou ce qu'on pense effectivement être un enlèvement à ce moment-là, et les 2 familles vont réagir exactement de la même manière et seront désemparées exactement de la même manière. La famille Christophe se sent délaissée, elle aussi ? Même chose, c'est le même raisonnement, et en définitive, eh bien, c'est la famille Lenenant qui sera la locomotive du dossier, qui va prendre en charge le dossier, et qui sera effectivement rejoint par la famille Christophe, notamment eh bien, dans cette plainte avec caution de partie civile. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils pensent sur ce qu'est devenu leur fille, les Christophe ? Ils sont persuadés, les uns comme les autres, Lenenant et d'autre part les Christophe, ils sont absolument persuadés qu'il s'agit d'un enlèvement de leur fille et en aucun cas une fugue, ni d'Isabelle Lenenant, ni non plus d'Isabelle Christophe. Ils pensent qu'elles sont décédées ? Ils en sont intimement convaincus et je crois qu'ils ne s'avouent pas à eux-mêmes cette maudite phrase. À ce stade, les policiers restent convaincus qu'Isabelle Lenenant a fugué et qu'Isabelle Christophe s'est suicidée. Jusqu'à ce qu'on découvre un corps à quelques kilomètres de là, de l'autre côté de la frontière, en Belgique. Le 20 octobre 91, Adrien Muller chasse le lièvre avec son fils dans les bois de Turpange, en Belgique, au lieu dit la Croix de la Mission. En faisant une vingtaine de mètres dans le bois ici, j'ai découvert quelque chose que je ne savais pas quoi au début. J'ai dit à mon fils au radio, il y a quelque chose ici. Et je m'avance encore 4-5 mètres. Je dis, oh là là, c'est une femme. Elle était couchée sur le ventre avec le bras gauche comme ça devant la tête. Comme s'il y en avait un qui l'avait couché comme ça là. Hein. Aussitôt, les Muller alertent les gendarmes d'Aubange qui informent le parquet d'Arlon, en Belgique. André Mononval, vous êtes juge d'instruction à Arlon, en Belgique. Vous êtes saisi dès la découverte de ce cadavre. Vous allez sur place. Comment se présente le cadavre ? Alors, c'est le corps d'une femme, couchée sur le ventre, entièrement dévêtue. Les chaussures sont également absentes. Et aucun document permettant d'identifier la victime. Elle a des bijoux. Alors, elle porte des bijoux au cou, au doigt, au poignet, et également une boucle d'oreille qui semble avoir été atteinte par des brûlures. Les gendarmes belges,
qui ont entendu parler des disparitions de 2 jeunes Françaises font le rapprochement. Ils appellent le commissariat de Longwy. La victime porte des bijoux. Ça devrait faciliter l'identification. Un soir, ici, le téléphone a sonné et puis c'était la police belge qui nous avait appelés. Voilà. C'est là qu'on nous a montré les bijoux d'Isabelle et c'est là qu'on a reconnu que c'était notre fille qui était retrouvée morte. Voilà. Là, c'est le gros choc. On se dit que quelque part, on a fini d'attendre, c'est sûr, mais c'est un choc, parce qu'on a toujours l'espoir, vous savez, tant qu'on vit quand même avec l'espoir. Hein, mais là, c'est le choc. Mais alors apprendre après, d'après l'autopsie, ce qui a pu se passer, c'est quelque chose d'horrible. L'autopsie est réalisée en Belgique. Isabelle Lenénan a été tuée d'une façon très sauvage, hein, très violente, à coup peut-être d'une barre de fer, enfin un objet contendant sur le crâne, avec donc elle portait de multiples blessures sur la boîte crânienne, blessures mortelles. Pour la famille Lenénan, l'insupportable attente est terminée. Et maintenant, la famille Christophe se demande si leur Isabelle n'a pas connu le même sort. Vous savez, pas de nouvelles de ma fille depuis ce moment-là. Pas un coup de téléphone, rien. On savait très bien qu'on la retrouverait comme Isabelle Lenénan. Hein. À Longwy, la nouvelle se répand très vite. Les gens, les femmes surtout, commencent à se poser de sérieuses questions et à avoir peur. Les femmes vont modifier leur comportement. Certaines n'oseront plus, même la journée, sortir seules. Elles se feront accompagner. Donc on va parler à l'époque dans les journaux d'une psychose. On se demande déjà s'il n'y a pas un tueur en série dans la région. L'enquête prend une nouvelle tournure. Si Isabelle Lenénan n'a pas fugué, alors Isabelle Christophe ne s'est peut-être pas suicidée. Donc, après la découverte du corps d'Isabelle Lenénan, il ne fait plus aucun doute qu'elle a été assassinée. Et de plus, quand son corps a été retrouvé, il était en partie dénudé. Donc, nous avons pensé à un crime d'ordre sexuel. Les policiers orientent leurs recherches de ce côté-là. Ils dressent la liste des délinquants sexuels de la région. Nous avons donc consulté nos archives et consulté également nos collègues belges. Et donc, c'est là que nous avons trouvé donc 4 personnes susceptibles d'intéresser l'enquête en cours. Parmi ces 4, un homme attire tout particulièrement leur attention. Rapidement, les 3 premières personnes seront délaissées. Une seule personne continuera à retenir notre attention, c'est donc Aiutino Vincenzo. Ce qui avait attiré l'attention de la police judiciaire dans le cas d'Aiutino, c'est non seulement ses antécédents judiciaires, mais le fait qu'il travaillait à proximité du lieu où Isabelle Lenénan avait disparu, ainsi d'ailleurs qu'Isabelle Christophe. L'homme travaille au noir. Il fait de la maçonnerie dans un garage de l'avenue de la Gare, au 52. Il est connu des services de police pour avoir commis plusieurs agressions sexuelles en Belgique et en France. Le garage où travaille Vincenzo Aiutino se trouve avenue de la Gare, à quelques mètres seulement de chez Isabelle Christophe et de l'appartement où Isabelle Lenénan allait faire sa pause déjeuner. Vincenzo Aiutino travaille au 52. Isabelle Lenénan déjeune au 62 et Isabelle Christophe habite au 79. Ça en fait un suspect sérieux.
Alors Dominique, l'homme aux 50 affaires, comme l'appellent les Belges, a un casier judiciaire absolument impressionnant. Oui, c'est incroyable. La première procédure judiciaire d'Ayutinho, c'est en 1984, pour une affaire non précisée d'atteinte aux biens, sans doute un vol. Mais les choses sérieuses commencent en 1985. Il est apprenti peintre et sur un chantier, il s'exhibe devant une femme. Il est renvoyé. 86, il a 16 ans, il travaille dans un garage. Il utilise le téléphone dans la journée pour raconter des obscénités à des femmes. Renvoyé. 1988, il a 18 ans. Là, avec 3 copains, ça se passe en Belgique, il va être écroué. Il commet des attentats sexuels sur une mineure. La même année, lui tout seul s'introduit au domicile d'une femme et il lui impose une fellation. 1989, il a 19 ans. Écoutez bien ce qui se passe cette année-là. Février, il est écroué 1 mois à la maison d'arrêt d'Arlon pour une tentative de vol avec violence d'un sac à main. Et il n'a toujours pas compris. Il n'a toujours pas compris. Au mois de mai, il est à nouveau écroué 1 mois, cette fois-ci pour une bagarre vraiment sérieuse dans un bar. En septembre et en décembre, il est interpellé plusieurs fois par la police belge pour des agressions de femmes auxquelles il a demandé de le masturber. Il va prendre pour ça 2 ans de prison qu'il fera en 92. Pendant la même période, côté français, en France, dans la région de Longwy, il s'exhibe dans des lieux publics devant des femmes et il les pourchasse jusque chez elles. 1990, il agresse une automobiliste en panne, il l'entraîne dans un endroit désert, il se déshabille, il lui demande de le masturber, elle hurle, il se jette sur elle, il l'étrangle, il la laisse pour morte, il s'enfuit. Il va être condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Tenez-vous bien, c'est la seule condamnation qui figure dans son casier judiciaire. En 92, à peine ressorti, il est à nouveau écroué pour une agression sur la voie publique. Le moins qu'on puisse dire, Christophe, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un homme dont la dangerosité sexuelle a été bien mal évaluée. Vincenzo Ayutinho est interpellé le 20 novembre 91, 1 mois après la découverte du corps d'Isabelle Le Nénan. La PJ de Nancy, chargée de reprendre l'enquête à zéro, le place en garde à vue. Pendant sa garde à vue, Ayutinho manifeste une totale maîtrise de lui-même. À aucun moment il ne se démonte, il répond point par point aux questions des enquêteurs. Il travaillait dans ce garage à proximité du lieu de la disparition, ce qu'il ne conteste nullement, mais il n'a rien à se reprocher, il n'y a aucune preuve contre lui, aucun élément probant à son encontre. Devant l'inspecteur Massel, Vincenzo Ayutinho ne nie pas son passé de délinquant sexuel. Il en parle même avec une certaine délectation. J'ai commencé à lui parler de ses antécédents judiciaires. Je lui ai expliqué qu'il était quand même défavorablement connu. Et alors là, il s'est mis à se vanter de toutes ses relations sexuelles. Mais alors, c'était vraiment incroyable. Il était tout content. Il revivait ses expériences d'une manière vraiment joyeuse, quoi. C'était épouvantable. Vincenzo Ayutinho fanfaronne. Il fait le malin pendant les 2 premiers interrogatoires. Mais à la 3e audition, changement d'ambiance. À un moment donné, il m'a dit, mais écoutez, il s'est fâché, il s'est mis debout, et il m'a dit, mais écoutez, vous m'accusez d'un meurtre, Isabelle Le Nénan, vous n'avez rien contre moi, aucune preuve. Vous m'accusez d'un autre meurtre, Isabelle Christophe, vous n'avez même pas le cadavre, vous foutez de ma gueule. Alors, il s'est immédiatement dressé, mis en colère, il a dit dorénavant, je ne parle plus, c'est fini. Alors, je lui ai demandé de se rasseoir, il n'a pas voulu. Il a fallu que j'utilise la force, je n'ai pas réussi à le rasseoir, il était vraiment comme une barre de fer. Finalement, il a fallu transiger avec lui pour qu'il puisse s'asseoir, finalement. Vincenzo Ayutinho a l'habitude des interrogatoires de police. Il connaît ses droits. Il connaissait la musique, comme on dit, à savoir que la garde à vue, c'est 48 heures au maximum. Il lui fallait tenir 48 heures. Il a tenu la dragée haute à la police sans se démonter. D'ailleurs, Ayutinho a un alibi. Au moment des 2 disparitions, il était avec sa femme. Ce qu'elle confirme. La situation est bloquée. Les policiers informent le juge d'instruction qui décide de remettre Ayutinho en liberté. Le suspect numéro 1 quitte libre les locaux de la police judiciaire
de Nancy. On n'a rien contre lui. La PJ n'a rien. On le soupçonne d'avoir tué Isabelle Le Nénant, mais nous n'avons... La PJ n'a aucun indice, aucune preuve, aucun témoignage. Donc il faut le relâcher au bout de 10 heures de garde à vue, parce qu'on se dit, nous aurons de nouveaux éléments, et il faudra le remettre en garde à vue. Donc il faut garder un certain délai de garde à vue. Les policiers de la police judiciaire avaient, j'oserais presque dire, une intime conviction. Ils pensaient qu'ils n'étaient pas étrangers à cette affaire. Ils ont eu ce sentiment, en tout cas. Ils ont eu ce sentiment. Et c'est la mort dans l'âme qu'ils l'ont remis en liberté. Mais 3 mois plus tard, nouvelle disparition. Mardi 25 février 92, le docteur Bertrand de Donato est très inquiet. Hier soir, sa compagne n'est pas rentrée. Elle s'appelle Bernadette Bourg. Elle a 41 ans. Sa concubine était visiteuse médicale et le lundi matin, elle avait pris la route pour aller visiter, dans le cours de la journée, pas moins de 22 médecins généralistes. Depuis, Bernadette Bourg a disparu. Le docteur de Donato se rend au commissariat, mais comme sa compagne est majeure, on lui demande d'attendre encore 24 heures. Pour lui, c'est trop long. Il décide de prendre l'enquête en main et contacte le patron de Bernadette. Le directeur du laboratoire pharmaceutique qui employait Bernadette Bourg indiquait au docteur, au concubin, qu'il détenait la liste des médecins qui devaient être visités dans la journée du lundi 24 février. Bertrand de Donato interroge ses médecins un à un, jusqu'à ce qu'il trouve le dernier à avoir vu Bernadette. Il s'agissait d'un médecin généraliste situé à Mont-Saint-Martin. Et ce médecin se souvenait très bien avoir reçu mademoiselle Bernadette Bourg le lundi matin en fin de matinée, vers 11h50. Et ce médecin lui raconte quelque chose de déterminant. Il apprend que dans la même salle d'attente se trouve Ayutino. Et ce médecin l'informe que Ayutino est un homme particulièrement dangereux. Ayutino. Le docteur de Donato se rend immédiatement au commissariat de Longwy pour raconter ce qu'il vient de découvrir. Quand j'entends la présence d'Ayutino Vincenzo dans la salle d'attente, je comprends immédiatement que là, on ne peut plus se tromper, là. Immédiatement, une enquête pour enlèvement est ouverte. Il faut vite localiser Vincenzo Ayutino, car si c'est bien lui qui a enlevé Bernadette Bourg, il y a peut-être encore une chance qu'elle soit vivante, 48 heures après sa disparition. Cette fois-ci, les policiers n'ont plus le droit à l'erreur. Ils se rendent chez Vincenzo Ayutino. Il habite avec sa femme et son petit garçon à quelques pas du cabinet médical où Bernadette Bourg a été vue pour la dernière fois. Mais il n'y a personne. Ils interrogent alors les voisins de l'immeuble. Fabienne Toker vit juste au-dessus de la famille Ayutino. Ce qu'elle raconte n'est pas rassurant. Le jour de la disparition de Bernadette, elle a vu Ayutino rentrer chez lui en compagnie d'une femme. J'ai vu cette jeune femme entrer chez Enzo. C'était une belle femme. Si je me souviens bien, dans les tons châtain au burn, comme ça, élancée, mince, enfin, vraiment une belle femme. Elle est passée par l'allée sur le côté de la maison, mais elle, je ne l'ai jamais vue ressortir, effectivement. Par contre, il est ressorti plus tard dans l'après-midi et il a pris la voiture. Les voisins ont ensuite assisté à un curieux manège. De leur fenêtre, ils ont vu Vincenzo Ayutino déplacer une Peugeot, une 205, à plusieurs reprises.
Une 205, comme la voiture de Bernadette Bourg. Mon concubin avait trouvé bizarre qu'il montait la voiture. Bon, elle était garée, on va dire, au coin de la maison d'en dessous. Et puis, je ne sais pas, certainement que la voiture devait gêner à cet endroit-là. Il a déplacé la voiture, il l'a descendue, et puis il l'a remontée. Enfin, on se demandait un petit peu ce qu'il faisait avec cette voiture. Les craintes des policiers se confirment. À la nuit tombée, il monte une planque. Je place en observation un véhicule banalisé avec 2 fonctionnaires à proximité immédiate du domicile. Là, à ce moment-là, il doit être aux environs de 21h. Mes collègues situés dans le véhicule d'observation me signalent l'arrivée d'Aiutino Vincenzo, de sa femme et de son jeune enfant à bord d'un véhicule 4x4 de forte puissance. Aiutino rentre tranquillement chez lui. Quelques minutes plus tard, il ressort, toujours accompagné de sa femme et de son fils. Il regagne sa voiture et démarre. L'inspecteur Vauquelin donne l'ordre à son équipe de l'interpeller. Moi, à ce moment-là, j'arrivais à bord de la patrouilleuse et nous avons tenté de le poursuivre. Ainsi qu'il a traversé une partie de Mont-Saint-Martin et qu'ensuite il s'est engagé dans la commune de Longlaville, une longue ligne droite, où là, il roulait très très rapidement, environ 120 km/h, et essayait à tout moment de nous faire quitter la route lorsqu'on essayait de le dépasser pour le bloquer. Sirène hurlante, les policiers tentent de le rattraper, mais Aiutino roule au milieu de la chaussée pour empêcher les voitures de police de le doubler. Finalement, le fugitif franchit la frontière belge et disparaît dans la nuit. Dominique Rizet, cette nuit-là, il va se passer beaucoup de choses. Oui, Christophe, c'est une nuit riche en événements. Côté français, on sait que le père de Vincenzo Aiutino est revenu au domicile de son fils à Mont-Saint-Martin pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, la course-poursuite avec la police. Enfin bon. Et quand il arrive, eh bien évidemment, les policiers sont en bas, ils attendent son fils et ils vont attraper le père. Perquisitionner sa voiture. Et dans la voiture, qu'est-ce qu'on trouve? Une cassette audio du groupe ZZ Top. On demande à M. Aiutino si cette cassette est à lui, et lui répond bah non, elle n'est pas à moi, j'imagine qu'elle est à mon fils puisque je viens de lui prêter ma voiture, il a dû la laisser à l'intérieur. On saura par la suite, les policiers vérifieront en appelant le mari de Bernadette Bourg qu'elle avait justement dans sa voiture une cassette de ZZ Top. Autre événement qui va se passer cette nuit-là, on va aussi apprendre que la femme de Vincenzo Aiutino est revenue elle aussi chez eux à Mont-Saint-Martin. Pourquoi ? Eh bien pour dévisser et enlever les ampoules de la cave. Elle a fait ça parce que son mari, Vincenzo Aiutino, lui avait demandé, s'il était arrêté par la police, de faire ça, d'enlever les ampoules de la cave. Alors c'est complètement naïf, en fait il imaginait qu'en plongeant la cave dans l'obscurité, la police ne viendrait jamais voir... si par hasard il n'y a pas un corps par là. Bon, ça tient pas debout. Pendant ce temps-là, on sait que Vincenzo Aiutino a franchi la frontière belge. Oui, pourquoi les policiers n'ont pas poursuivi? Il a faussé compagnie aux policiers, ils ne l'ont pas poursuivi parce que de l'autre côté de la frontière, c'est la Belgique, ils n'ont pas le droit d'y aller. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va délivrer une commission rogatoire internationale, une CRI, en demandant aux autorités belges de retrouver et d'arrêter Aiutino. Pendant ce temps-là, côté français. Nous fonçons au domicile d'Aiutino Vincenzo, nous forçons la porte et nous commençons à pratiquer la fouille des lieux. Pendant que mes collègues orchestrent à l'étage supérieur, je me rends dans le sous-sol, une vieille cave. Au fond de la cave, un espace aménagé. Vincenzo Aiutino y a installé un canapé et une chaîne hi-fi. Mais l'endroit est terrifiant. Sur le sol, sur les murs, sur le canapé, des traces de sang. Et ça n'est pas tout.
J'arrive à découvrir dans un coin de la cave, à même le sol, dans un chiffon, une montre de femme ensanglantée. Pour nous, il ne fait plus aucun doute qu'Aiuttino a attiré sa victime à son domicile et à cet endroit l'a assassiné. Dans la cour, près de l'entrée, les policiers découvrent une barre de fer couverte de sang. Dans la machine à laver, un pull, lui aussi taché de sang. Les policiers de l'identité judiciaire placent ces indices sous scellés et les emportent pour analyse. Côté belge, les choses ont bien avancé aussi. Les policiers n'ont pas eu beaucoup de mal à loger le fuyard. André Malenval, finalement, comment est arrêté Aiuttino et où? Mon collègue M. Brou m'envoie une commission rogatoire me demandant des perquisitions en 2 endroits en Belgique où Aiuttino pourrait avoir trouvé refuge, c'est-à-dire chez ses parents à Aubange et également chez sa sœur à Attu. Et c'est dans le courant de l'après-midi que les perquisitions sont organisées. Alors, la perquisition organisée dans l'habitation des parents d'Aiuttino permet au service de police de mettre la main sur l'intéressé. Il est 17h55 le 27 février 1992. Il est là, chez ses parents. Il réagit comment? Il se laisse arrêter facilement? Il se laisse emmener sans aucune résistance dans les locaux de la police judiciaire d'Arlon. Qui l'interroge, là, les Français, les Belges? Alors c'est une équipe mixte, à nouveau. Les enquêteurs ont toujours travaillé de cette manière-là, et cette fois-là encore, évidemment, c'est une équipe mixte composée d'enquêteurs français et d'enquêteurs belges qui procède à l'audition d'Aiuttino dans le courant de cette soirée du 27 février. Et cet interrogatoire va se terminer aux environs de 1h du matin. En garde à vue, Vincenzo Aiuttino annonce d'emblée la couleur. Il n'a rien à se reprocher. Il n'a jamais fait de mal à personne. Mais très vite, les policiers lui font savoir que son petit manège d'innocents incompris ne tient plus. Ils ont des preuves. Les traces de sang. La montre. La barre de fer retrouvée chez lui. Acculé, Aiuttino proteste. « Je n'ai tué que celle-là !» Puis il raconte. Le lundi 24 février, il s'est rendu chez le médecin pour soigner une bronchite. Dans la salle d'attente, Bernadette Bourg attendait son tour. Il a eu une espèce de flash, une pulsion, il lui la fallait. Il sort avant elle de la salle d'attente, il va crever les pneus de la voiture et il attend tranquillement qu'elle sorte. Quand elle quitte le cabinet médical, Bernadette Bourg remarque que son pneu est crevé et sa tournée est loin d'être terminée. Elle n'a pas le choix. Il faut changer la roue. C'est là qu'il intervient en lui disant « Écoutez madame, je vais changer votre roue ». Il va jouer le bon samaritain qui se propose de tracter la voiture. J'habite tout près, venez, on va mettre la voiture sur le côté. Et il est très gentil. Beau gosse, en plus il inspire assez confiance. Vincenzo Aiuttino va chercher un cric et répare la roue. En 10 minutes, c'est plié. La visiteuse médicale peut reprendre sa tournée. Mais elle a les mains sales. Alors toujours aussi serviable, Aiuttino lui propose d'aller se laver les mains chez lui. Elle n'a pas vu le mal dans cela, au contraire, elle avait quelqu'un qui lui proposait de l'aide, elle était en toute confiance, elle l'avait rencontré dans la salle d'attente du médecin, donc il n'y avait aucune raison peut-être pour qu'elle se méfie. Et c'est là le côté machiavélique d'Aiuttino qui sait très bien qu'en ayant souri dans la salle d'attente, en lui ayant proposé de l'aide pour remonter sa roue, pour changer sa roue, lui proposer de se laver les mains, elle ne peut qu'accepter. Et là, Aiuttino raconte que pendant qu'elle se lavait les mains, il l'a trouvée très excitante. Elle revient de s'être lavé les mains, comme lui a proposé Aiuttino, dans la cuisine, puis repart vers la porte de la maison.
À ce moment-là, elle passe devant la porte de la cave et c'est devant cette ouverture qu'il la pousse et qu'elle tombe dans les escaliers. Bernadette Bourg est sonnée. Aiutino se précipite sur elle, arrache son collant et lui ordonne de s'allonger sur le canapé au fond de la cave. Elle obéit. Terrorisée, elle a du mal à respirer. Elle supplie Aiutino de lui laisser 1 minute pour se reprendre. Et elle en profite pour tenter de le raisonner. Mais lui s'impatiente, s'énerve. Il n'y a pas eu de rapport sexuel avec Bernadette Bourg. Il dira qu'elle s'était mise à crier, qu'elle résistait, qu'il a exhibé, lui, son sexe devant elle. Et puis, comme elle avait des cris hystériques, comme il le dira, il a pris une barre de fer qui se trouvait à côté et l'a frappée à 3 ou 4 reprises sur le crâne. Il fracasse le crâne de Mademoiselle Bourg, qu'il laisse donc inanimée, gisant dans une mare de sang. Là, Vincenzo Aiutino raconte qu'il avale des cachets pour se calmer. Puis il prend sa voiture et se rend sur le parking du supermarché. Il fume plusieurs cigarettes. Et tout à coup, il réalise ce qu'il vient de faire. Il décide de retourner chez lui pour faire disparaître les preuves. Il change de pull, cache Bernadette Bourg sous une couverture et glisse la montre de sa victime sous un chiffon dans un coin. Puis, tout l'après-midi, il vaque à ses occupations en famille, comme si de rien n'était. Au sous-sol, Bernadette Bourg est en train de mourir. Il va expliquer qu'elle n'est pas morte tout de suite, elle a agonisé pendant des heures, qu'il est remonté dans sa maison, qu'il a passé du temps avec sa femme et son enfant. Et il entend, semble-t-il, Bernadette Bourg râler et il pense qu'elle était toujours en vie. Et c'est alors qu'il s'empare d'un fil de fer et qu'il étrangle Bernadette Bourg pour l'achever. Aiutino explique qu'à la nuit tombée, il gare sa voiture devant sa porte pour transporter discrètement le cadavre. Après l'avoir chargé dans le coffre, il se dirige vers les bois de Longuillon, à une vingtaine de kilomètres. Il emprunte un petit chemin de terre et s'enfonce dans la forêt, jusqu'à un endroit isolé où il se débarrasse du corps. Ensuite, il va rejoindre sa femme et son fils chez sa mère, à Aubange, en Belgique. Puis toute la famille revient en France pour se coucher. La journée du lendemain, dit-il, s'est déroulée sans problème. Mais le surlendemain soir, en rentrant chez lui, ses voisins lui apprennent que des policiers sont venus le chercher. C'est là qu'il panique et s'enfuit en Belgique avec sa femme et son fils. Il se réfugie chez sa mère, là où les policiers n'auront aucun mal à le cueillir dès le lendemain. Alors Dominique, Aiutino ne s'arrête pas là dans ses aveux aux policiers, il leur révèle où il a mis les corps. Oui, il leur dit que les corps, il s'en est débarrassé dans le bois de Turpange, en Belgique. Et il leur dit comment il a tué Isabelle Le Nénan et comment il a tué Isabelle Christophe. Il a utilisé le même stratagème à chaque fois. Le garage où il travaille, avenue de la Gare, il a fait la même chose que dans le film Le Silence des agneaux. Il leur a demandé, à l'une et l'autre qui passaient, de l'aider à déplacer un objet lourd. Elles n'ont pas fait attention. Il a une bonne tête, il est sympa, il est jeune, il leur parle avec douceur. Elles l'ont suivi jusque dans le garage. Le piège s'est refermé sur elles. Il raconte que l'une et l'autre, il s'est exhibé, il leur a demandé de le masturber. Elles ont refusé, elles ont crié. Il a frappé l'une avec un morceau de fer, c'est ce qu'il va dire, l'autre avec un tube en acier. Il raconte ensuite qu'il s'est débarrassé des corps en les chargeant dans sa voiture. Isabelle Le Nénan, c'était en début de soirée. Il a emmené le corps dans la forêt de Turpange. Isabelle Christophe, c'était en fin d'après-midi. Il s'est débarrassé du corps au même endroit, à 1 kilomètre près. Elle, il l'avait enroulée dans un drap blanc.
Et il va emmener les policiers sur place. C'est le 28 février 1992. On va retrouver le corps d'Isabelle Christophe et aussi le corps de Bernadette Bourg. En l'espace de 6 mois, cet homme de 22 ans a tué 3 fois 3 femmes à qui il n'a laissé aucune chance. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Vincenzo Aiutino est un homme dangereux. Vincenzo Aiutino est né le 11 mars 1970 à Zofingen, en Suisse. De nationalité italienne, il est le second d'une fratrie de 3 enfants. Ses parents se sont installés en Belgique, à Aubange, une petite ville toute proche de la frontière française. Son père y dirigeait une entreprise de maçonnerie. Il n'a jamais reconnu Vincenzo, mais il l'a élevé. Et s'est montré très dur. Le père d'Aiutino n'était pas un premier prix de vertu. Et n'était pas un premier prix de délicatesse et de tendresse. Que ce soit vis-à-vis de son fils, vis-à-vis de son entourage familial. Monsieur Aiutino a des propos assez durs concernant son père. Il le décrit comme quelqu'un d'extrêmement sévère, un peu fou, dira-t-il, qui prenait tous les autres pour des cons, ce sont ses termes. Aiutino raconte que son père battait sa mère et violait sa sœur. Quand on agit en tant que père de famille comme bon lui semble, quand on fait ce que l'on veut, ce que les pulsions commandent, et qu'il n'y a aucune réserve vis-à-vis de ses filles, vis-à-vis de sa femme, je crois que je ne dois pas faire un grand dessin pour vous décrire l'ambiance, le tout agrémenté de scènes de coups, de violence. Quand le jeune Enzo était incontinent ou déféquait dans son lit, eh bien la sanction, c'était pas de nettoyer le lit, c'était de manger les excréments. Alors comment voulez-vous avoir une base sérieuse, une assise valable pour démarrer dans la vie? En 1977, Vincenzo a 7 ans. Il met le feu chez sa mère. Il s'est rendu coupable d'un incendie, pour lequel d'ailleurs il a été signalé au juge de la jeunesse et suivi, puisqu'il habitait en Belgique. Et dans cet incendie, il y a eu quand même des conséquences lourdes, puisque sa sœur aînée aurait été gravement brûlée. Il y a à la base un problème sérieux à Aiutino que les autorités n'ont pas pu prendre en charge ou n'ont pas su prendre en charge ou n'ont pas voulu prendre en charge. Le jeune Vincenzo devient ingérable à l'école. Arrogant, indiscipliné, il se met à voler. À 12 ans, il traîne sur les terrains de football, plus pour chaparder dans les vestiaires que pour jouer au ballon. Il est alors confié à un centre spécialisé pour handicapés où il suit un enseignement technique. La mécanique, c'est son truc, même s'il ne laisse pas vraiment un bon souvenir à ses professeurs. Vincent n'était pas un des meilleurs élèves, parce que je pense qu'il avait des gros problèmes, des problèmes d'acceptation d'une méthodologie de travail. Il avait difficile à faire entrer ça dans son cerveau, donc il travaillait un peu n'importe comment, sans suivre des méthodes, et ça ne débouchait pas sur grand-chose de valable. Je pense qu'il préférait être dans les couloirs plutôt qu'au cours, et je pense qu'il n'était pas très intéressé par le cours de morale en particulier. Non, je pense pas, non. Et il voulait toujours avoir le dessus aussi, je pense qu'il voulait toujours avoir raison. Avec l'âge, le jeune Aiutino devient impulsif, violent. Il n'a peur de personne. À 16 ans, il quitte l'école sans avoir obtenu le moindre diplôme. On peut situer ses connaissances scolaires au niveau d'une classe de CE2, ce qui est quand même très faible, même si M. Aiutino apparaît d'une manière générale comme une personne qui a vraisemblablement des capacités intellectuelles assez proches de celles de la moyenne de la population. Aiutino enchaîne les petits boulots, vole des voitures, vend du cannabis. Régulièrement, il traverse la frontière française pour venir à Mont-Saint-Martin, traîner avec les dealers de la ZUP et faire ses petits trafics. La seule façon qu'il avait peut-être de se mettre en évidence, puisque assez incompétent sur le plan scolaire, c'était de jouer les fiers à bras dans les petits bals du samedi soir et de cogner.
C'est une façon comme une autre de se mettre en évidence. Ce n'est pas la bonne, mais c'était le seul moyen d'expression qu'il avait. En janvier 88, Ayutino est presque majeur quand un juge pour enfants le place dans un centre psychiatrique. Sans résultat. Il restera peu de temps dans ces services de psychiatrie parce que son père, dit-il, intervient à chaque fois pour obtenir qu'il sorte rapidement. Et M. Ayutino dit parce que mon père pensait qu'on ne pouvait rien pour moi, que moi seul je pouvais changer mon comportement. Il multiplie les actes de délinquance, d'exhibitionnisme, de harcèlement. Il utilise toutes les opportunités qui apparaissent dans sa vie. C'est-à-dire qu'il peut aussi bien passer d'une bagarre avec un homme qui lui a dit quelque chose qui ne lui plaît pas, à un attentat à la pudeur. Il va acheter des vêtements en Belgique, des vêtements de sport, et puis subitement, la vendeuse lui plaît et il se masturbe devant elle. Et sa vie n'est qu'une succession de passages à l'acte, certainement qui ne sont pas tous connus. C'est à cette période qu'il rencontre dans un bar celle qui deviendra la mère de son fils. Elle a 22 ans et elle aussi a eu une enfance très dure. En 91, il se marie, mais en prison. Car entre-temps, Ayutino a été condamné pour attentat à la pudeur avec violence sur 4 jeunes femmes. Docteur Forger, vous êtes psychiatre et vous avez expertisé Vincenzo Ayutino en février 90, c'est-à-dire 2 ans avant son arrestation pour la série de 3 meurtres. Qu'est-ce qu'on lui reprochait à l'époque d'ailleurs? Il était incriminé pour attentat à la pudeur, avec violence. En fait, à mon avis, c'était une tentative de viol déjà. C'était un peu plus déjà. Déjà, mais je pense que le juge avait minimisé parce qu'il n'avait que 19 ans et que la tentative de viol c'était les assises, tandis que l'attentat à la pudeur c'était le tribunal correctionnel. Est-ce qu'il parlait facilement des faits à l'époque? Il les arrangeait à sa façon. Il en parlait, oui, mais enfin, il minimisait quand même. C'est-à-dire? Il disait que, bon, si la dame en question n'avait pas résisté, il lui serait rien arrivé d'autre qu'un rapport sexuel. Voilà, par exemple, ce qu'il disait. Vous voyez, c'était très cynique de sa part. Beaucoup de cynisme dans le discours, en fait. Énormément. Comment est-ce que vous définiriez sa personnalité sur le plan psychiatrique? Écoutez, ça c'est une personnalité typiquement psychopathique, comme nous appelons ça dans notre jargon. Hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne connaît qu'une loi, la sienne, et non pas la loi sociale. Donc un psychopathe avec une dimension perverse ou pas? Oui, avec une dimension perverse, parce qu'il avait certainement du plaisir à voir souffrir ses victimes. Dans votre rapport d'expertise, à l'époque, vous l'écrivez, que vous êtes dubitatif sur son avenir? J'ai écrit qu'il était dangereux. Noir sur blanc? Noir sur blanc. Pour moi, ça sous-entendait qu'il récidiverait inévitablement. Vous le pensiez à l'époque? Oui, je le pensais, oui, mais il avait 19 ans. J'étais un peu comme le juge. Je n'osais pas l'enterrer complètement. Je ne pouvais pas me permettre vraiment d'être trop... De lui barrer l'avenir. Voilà, exactement. Quand vous apprenez qu'il a récidivé? Je n'ai pas été étonné. Je n'ai pas été étonné du tout. Ça m'a paru une évidence que ça devait arriver un jour ou l'autre. Quand je vous entends, docteur, je me dis que ce garçon n'avait strictement rien à faire en prison. C'est un malade? Non. On peut le soigner? Non, absolument pas. Je n'ai jamais pensé qu'un psychopathe pouvait être soigné par des moyens psychiatriques courants, ceux qu'on avait à l'époque, certainement pas. Il n'avait aucune demande de soins de sa part, il ne se considérait pas comme malade. Hein. Une maladie, ça a un début, ça a une période d'état, ça a une fin, guérison ou mort, mais un psychopathe, il est psychopathe à vie, si j'ose dire. Et c'est pas une maladie. Mais comme il est psychopathe à vie et qu'au fond, vous venez de nous dire, il y a 0 chance qu'il puisse changer. Oui. Alors il est condamné à faire des allers-retours à la prison en tuant des gens entre deux? Actuellement, c'est ce qui se passe. Il faudrait trouver un système où ils soient très surveillés après la fin de leur peine.
Après ses aveux, Vincenzo Aiutino est incarcéré en Belgique, à la prison d'Arlon. Le juge d'instruction français espère bien sûr obtenir son extradition au plus vite, mais c'est sans compter sur les manœuvres d'un accusé manipulateur. Le 8 avril 92, un mois et demi après son arrestation, Vincenzo Aiutino demande à rencontrer son ancien avocat. Il a des révélations à lui faire. Je vais lui rendre visite à la prison et je retrouve mon Aiutino d'il y a 4 ou 5 ans et je lui dis « Mais qu'est-ce que t'as foutu ?»« Rien. » Mais il dit « Qu'est-ce que t'as fait là ?»« Mais non, c'est pas moi, c'est pas moi. Mais j'ai t'ai montré les corps. Oui, mais je savais où ils étaient. » Mais il se défend, il nie les choses. Aiutino revient donc sur ses aveux. Il explique à son avocat qu'il n'a rien fait, qu'il n'a rien à voir avec les 3 meurtres. L'assassin, dit-il, c'est son père. Ce père violent qui battait sa mère et avait des relations incestueuses avec sa sœur. C'est lui le coupable. Ça pouvait coller au personnage du père, mais voilà. Parce que le père avait certaines déviances et avait un passé qui n'était pas nécessairement très glorieux. Mais les familles des victimes n'en croient rien. Nous, on n'en doute pas que c'est lui, puisque de toute manière, ma fille a été retrouvée où que c'est qu'il l'avait déposée. Donc, Madame Bourg a été retrouvée, pareil, où que c'est qu'il l'avait déposée. Donc, il y a des détails, puisqu'il avait enveloppé ma fille dans un drap personnel, donc, qui lui appartenait. Donc, même qu'il s'était rétracté, il y avait plus de doute. En réalité, Aiutino fait tout pour échapper à l'extradition. Car il a bien compris ce qui l'attend en France, s'il est reconnu coupable de la mort d'Isabelle Le Nénan, d'Isabelle Christophe et de Bernadette Bourg. Il y a en France quelque chose qui n'existe pas en Belgique, ce sont les peines incompressibles, les peines de sûreté. Et il sait très bien que en Belgique, il y a des lois avec des circonstances atténuantes, qu'on appelle loi Lejeune, et son avocat de l'époque a dû bien lui expliquer ça, et il sait très bien qu'il serait bien mieux en Belgique. Personne ne croit à ces rétractations. Mais la police vérifie quand même, et met rapidement hors de cause le père. La balle revient donc dans le camp de Vincenzo, qui ne se démonte pas, et change de défense. Et nous avons joué la carte de l'internement. C'est un vilain mot, hein, jouer la carte de l'internement, mais on s'est dit que ce gars devait être soigné et qu'il le serait peut-être mieux en Belgique qu'en France, mais on peut toujours rêver. Mais les experts psychiatres le déclarent responsable de ces actes. La manœuvre n'a pas marché. Alors pour échapper à la justice, Aiutino tente autre chose. André Monenval, il se passe quelque chose d'assez incroyable. Aiutino, qui est tout de même soupçonné d'être un tueur en série, d'avoir tué 3 femmes, s'évade de la prison d'Arlon, en Belgique. Comment est-ce qu'il fait? C'est un rebondissement dans l'affaire, assez sensationnel. Il a pris la fuite. Le samedi soir, dans sa cellule, il utilise un couteau qui était mis à disposition des détenus, un petit couteau à tartiner, qu'il aiguise, qu'il affûte sur le bord de la fenêtre. Il fait ça discrètement parce qu'il est en cellule avec d'autres détenus. Il n'en parle à personne. Il attend le lendemain. Il cache le couteau dans ses vêtements lorsqu'il se rend au préau, en fin de matinée, aux environs de 11 heures. Et quand il revient du préau, il sort le couteau qu'il avait affûté. Immédiatement, il saisit un gardien par la gorge et lui appose le couteau au niveau du cou. C'est une prise d'otage, quoi. C'est absolument une prise d'otage, puisqu'il demande et il obtient de se faire ouvrir les portes qui vont le conduire jusqu'à l'extérieur. Il y en a 5 ou 6 au total. En tenant le gardien comme ça Il tient le gardien sous la menace de son couteau. Sous la menace de son couteau. Le gardien, d'ailleurs, aura quelques petites lésions tout à fait superficielles au niveau du cou. Mais donc, Aiutino se retrouve de cette manière-là dehors, à l'extérieur. Il est repris, il parvient à s'enfuir. Il est seul, il n'a rien préparé, et donc il s'enfuit à pied. Et il ne va pas très loin, les services de police avaient été appelés immédiatement, et il a eu le temps de s'introduire dans une propriété, de se cacher, et c'est là qu'il est repris également sans aucune difficulté par les services de police. Pendant ce temps-là, en France, l'enquête suit son cours. Et en mars 93, la femme d'Aiutino,
est mise en examen pour recel de cadavres et destruction de preuves. Elle est écrouée à la maison d'arrêt de Mesqueleu. Je ne pense pas que Madame Aiuttino ait agi ainsi par crainte de son mari, mais plutôt pour lui venir en aide. Elle a vu le corps dans la cave. Elle a détruit des objets intéressants à l'enquête. Moi, je pense plutôt qu'elle a joué le rôle de complice, tout simplement. Sa femme est accusée de l'avoir couvert lors du meurtre de Bernadette Bourg, qui a eu lieu dans la cave de leur maison. Aiuttino lui a demandé de se débarrasser de la carte bleue de la victime. Elle a accepté, sans broncher. Elle a quand même participé à cacher les preuves. Donc elle aurait déjà pu, si vraiment elle avait un peu de respect pour les personnes, elle aurait pu le dénoncer. Moi je dis, elle est aussi fautive que lui, puisqu'elle a caché beaucoup de choses. En Belgique, Aiuttino comparaît à Arlon pour sa tentative d'évasion avec prise d'otage. Les familles ont fait le déplacement pour assister à ce procès et faire face à l'homme qui est soupçonné d'avoir assassiné leur fille. Je voulais le voir. Je voulais le voir. Je voulais voir la tête qu'il avait, de toute manière. C'est plus fort que vous. Vous avez envie de le voir. Vous avez la haine. Quand vous le voyez, vous avez la haine. Vous avez envie de taper dessus. À dire vrai, quand j'ai vu ce jeune homme rentrer dans le tribunal en Belgique, la première fois, l'espace d'une seconde, je me suis dit, c'est pas possible, c'est un gamin, c'est pas possible qu'il ait pu faire des choses pareilles. Mais franchement, l'espace de quelques secondes, hein, parce qu'après, la colère a commencé à monter, et puis après, on voyait le véritable assassin, quoi. Mais honnêtement, au premier abord, on se dit, c'est pas possible. Aiuttino est condamné à 3 ans de prison pour sa tentative d'évasion. Mais le parquet fait appel de cette condamnation qu'il juge trop clémente. 2 mois plus tard, il est condamné en appel à 5 ans de prison. Et cette peine, il va l'exécuter en France. Vincenzo Aiuttino est extradé. 2 ans après le premier meurtre, celui d'Isabelle Le Nénan, Vincenzo Aiuttino quitte donc la Belgique pour la maison d'arrêt de Mesqueleu. C'est au tour d'une juge d'instruction française de l'entendre. Et là, Aiuttino sort une nouvelle version des faits. Après avoir accusé son père, il accuse maintenant son beau-frère, le frère de sa femme. Lui n'a tué aucune des 3 jeunes femmes. Il a seulement aidé son beau-frère à se débarrasser des corps. C'est pour ça qu'il savait où se trouvaient les cadavres. La juge d'instruction organise une reconstitution. Plus de 4 ans après les faits, les familles sont à bout. Épuisées par la longueur de l'instruction et les revirements incessants de l'accusé. On arrive là, bah évidemment, nous on est repoussés comme, comme des criminels, un peu comme ça. Monsieur Lénan, mon beau-frère, il se met en colère parce que bon, l'assassin, c'est celui qui arrive en face. Il arrive avec une minerve parce qu'on apprend qu'il aurait essayé de se suicider la veille dans sa cellule. Dommage, il s'est loupé, mais je pense que les lacets n'étaient pas assez solides. Mais entre guillemets, je pense que c'était un petit peu du cinéma. Du cinéma, Aiuttino n'a pas fini d'en faire lors de cette reconstitution. Pendant cette reconstitution, Aiuttino refuse de faire des gestes qu'il a commis. Il se tient complètement passif et silencieux. Et il refuse même de s'expliquer. Il s'énerve même par moments
disant bien au juge d'instruction qu'il n'entend pas dire, ni faire, ni quoi que ce soit. Il n'est pas concerné, lui, ça lui fait une sortie au grand air. Il sort de la prison de Metz, où il était, ça lui fait une balade. Et puis alors il va pouvoir fanfaronner. Les plus ennuyés de tous, c'était pas lui. Hein. Et il ne craque pas, même lorsque le cortège s'engage vers le sous-sol de sa maison pour reconstituer le meurtre de Bernadette Bourg. C'était impressionnant, cette cave. Ça m'a fait penser effectivement au film Le silence des agneaux. Et on pouvait imaginer la terreur qu'a pu ressentir Bernadette Bourg lorsque Aioutino s'est précipité sur elle. Lorsque celui qui l'avait aidée s'est mué en un monstre, en assassin. La reconstitution est terminée. Aioutino quitte la scène avec un sourire. À la veille de son procès devant la cour d'assises de Nancy, on en est là. Aioutino est toujours dans le déni et on ne sait pas précisément comment ont été tués Isabelle Le Nénan, Isabelle Christophe et Bernadette Bourg. Les familles espèrent qu'il va craquer pendant le procès. Le 2 mars 1998, le procès de Vincenzo Aioutino s'ouvre à Nancy, sous haute surveillance. Et c'est là, pour la première fois, qu'une glace spéciale anti-balles, anti-effraction a été posée parce qu'on craint justement, de la part des familles des victimes, qu'effectivement on attente à la vie d'Aioutino. Vous savez, si on pouvait passer à un flingue et puis le descendre, on le ferait. Avec la rage qu'on a, oui. Ça nous protège, nous. L'accusé apparaît très soigné, élégant. Vestandin, il s'est rasé et coiffé avec attention. Au chagrin et à la colère de la salle, Vincenzo Aioutino oppose d'emblée une certaine décontraction. Il joue au petit monsieur. Il met en avant son arrogance, comment sa belle tenue, hein, c'est moi. Hein. Comme si ça il était comme s'il était fier d'être là, hein, un peu. C'est moi, je suis là. Poseur, charmeur, il se moque ouvertement du monde. Je l'ai vu même scruter une journaliste qui travaillait pour France 3. Il avait l'air presque d'essayer de jouer avec son pouvoir de séduction. Il la regardait, souriait. Le voir draguer pendant un procès, ça paraissait complètement incroyable, complètement inhabituel et surtout inconvenant. Aioutino campe sur ses positions. Il se dit innocent et accuse toujours son beau-frère des 3 meurtres. Au départ, il nie en bloc, et puis on lui rappelle quand même qu'on a un petit contrat ensemble et que Mademoiselle Bourg, il faudrait quand même se mettre à table et dire les choses comme elles sont, parce que s'il ne se met pas à table, nous, on s'en va. Ça était jusque-là. Question de crédibilité de notre métier d'avocat. Et il a consenti à avouer, il nous a fait l'aumône d'un aveu peut-être, que ça ne correspondait pas à sa volonté. Il perdait sa superbe, Narcisse devenait peut-être moins élégant. Face aux preuves accumulées dans l'affaire Bourg, Aioutino est obligé de reconnaître sa culpabilité. Mais les 2 autres affaires, ça n'est pas lui. D'ailleurs, il ne comprend pas que la cour d'assises puisse perdre son temps et lui faire perdre le sien. Quand on a demandé s'il avait tué Isabelle Le Nénan et puis Isabelle Christophe, il n'a pas répondu, c'est ses avocats qui ont répondu. Et ils ont dit que c'était pas lui, il a juste tué la dernière. Voilà. Les familles sont furieuses. Elles qui espéraient qu'Aioutino se conduise en homme et qu'il assume. J'aurais bien aimé, oui. Et savoir, parce que on n'a jamais su vraiment le fin mot, parce que soi-disant qu'il a ordonné que ma fille se déshabille et tout. Et ça, j'aurais voulu savoir si c'était vrai, s'il avait violé tout ça. Là, ça, on n'a jamais su. À ses côtés, sa femme fait profil bas. Elle nie avoir vu le corps de Bernadette Bourg dans la cave et dénonce les violences de son mari.
Il la battait, elle avait peur de lui. C'est pour ça, dit-elle, qu'elle a obéi lorsqu'il lui a demandé de se débarrasser de la carte bleue de Bernadette. Ils se sont bien disputés, hein. Il y a eu des disputes de chiffonniers. Et encore une fois, on a vu dans quel milieu on évoluait. Les mots d'oiseaux ont volé haut ou ont volé bas. Et ça a permis, encore une fois, au jury populaire d'avoir plus qu'une intime conviction de ce qui pouvait se passer dans ce milieu-là. Le procès touche à sa fin. Aiutino n'a rien lâché. Le seul moment d'humanité, le seul instant où il laisse échapper une émotion, c'est quand il parle de son fils. C'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Et nous, qu'est-ce qui nous reste? Rien, une pierre tombale. Nous, on verra plus nos enfants. C'est ce que j'ai pensé quand il a parlé de l'amour pour son fils. Nous on n'avait plus rien. On n'a plus que nos souvenirs, c'est tout. Le 6 mars 98, après 4 jours de procès et 4 heures de délibéré, Vincenzo Aiutino est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 18 ans. Son épouse écope de 6 mois de prison avec sursis pour destruction de preuves. Les avocats d'Aiutino respirent, la famille Le Nénan craque. Le verdict tombe et les avocats trouvent qu'ils s'en tirent bien. On s'attendait à la peine incompressible maximale. Et figurez-vous que dans notre petite tête d'avocat et surtout dans notre bulle d'avocat, on se dit qu'on a quand même pas mal réussi. Quand le verdict est tombé, je vous dis franchement, là, je lui ai dit, assassin, tu vas crever. À ces mots, Aiutino devient foudrage. Il bondit hors de son box pour agresser le père d'Isabelle. Dans le public, c'est la stupeur. Je pensais défendre un ange et j'avais dans mon dos non pas un démon, mais une armée de démons. Les policiers ont été à 8 ou à 9 pour le maîtriser. J'ai vu, à ce moment-là, les 3 victimes matraquées, massacrées, laminées, explosées. J'ai vu qui était ce démon explosant véritablement. À ce moment-là, chacun comprend qu'Isabelle Le Nénan, Isabelle Christophe et Bernadette Bourg n'ont eu aucune chance. Ce que les familles ne savent pas encore, c'est que mois après mois, par une insidieuse piqûre de rappel, Aiutino ne va pas les lâcher. Tout le temps que durera sa détention, à chaque fois qu'il leur versera des dommages et intérêts. Vous savez, quand vous ouvrez votre relevé de compte, puis vous voyez son nom inscrit sur votre relevé de compte, c'est vrai que ça fait un choc quand vous voyez ça, Vincenzo Aiutino. Surtout, c'est des petites sommes dérisoires. C'est des 3 centimes, des 15 centimes d'euros. Pour moi, c'est remuer le couteau dans la plaie. À chaque fois que je vois ça, c'est se foutre de notre gueule, ni plus ni moins. Et je n'ai pas besoin de son aumône. On a écrit au directeur de la prison là-bas, et il a dit qu'il n'était pas solvable, alors il donnait ce qu'il pouvait. Et moi, j'ai un directeur, j'aurais honte d'envoyer ça sur mon compte. C'est tout. Maître Kremser, je voudrais qu'on parle de ce système qui fait que, à la fois les Christophe et les Le Nénan reçoivent tous les mois 15 centimes sur leur relevé bancaire de la part de Vincenzo Aiutino. Et puis alors c'est libellé comme ça, hein. Virement, Vincenzo Aiutino, 15 centimes, parfois 10, parfois 40 centimes d'euros. C'est un système de fou qui vient chaque mois leur rappeler que leurs filles ont été assassinées. L'affaire est plaidée au mois de mars. Au mois de mars, et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle les intérêts civils, c'est-à-dire que la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle va statuer sur les dommages et intérêts qui reviennent à chacune des victimes. Il s'agira de 200 000 francs pour chaque parent, une somme de 60 000 francs pour les frères et sœurs. Et à ce moment-là, Aiutino, qui est incarcéré à la maison d'arrêt de Metz, va devoir régler sur son petit pécule, et c'est en définitive la maison d'arrêt qui règle cette somme chaque mois qui arrive au profit, entre guillemets, de chacune des familles.
Mais il n'y aurait pas d'autre moyen de ne pas écrire sur le relevé bancaire le nom de l'assassin tous les mois. C'est quelque chose qui est très dur à supporter pour les familles, puisqu'en définitive, eh bien, le deuil est d'autant plus difficile à être admis, mais en définitive, c'est la seule possibilité dans la mesure où la maison d'arrêt adresse ces sommes pour le compte de M. Ayutino. Mais là, il y a un côté gros sabot, quoi. Voilà, on pourrait dire virement, administration pénitentiaire. Ça serait possible, effectivement. Ça serait quelque chose qui, pour les parents, quelque chose de moins difficile, effectivement, à accepter. À l'issue de ce qu'on appelle le procès civil, Vincenzo Ayutino a été condamné à indemniser les 8 parties civiles, membres des familles des victimes, parents, frères, sœurs, compagnons, à hauteur de plus d'1 million de francs de l'époque, soit 150 000 euros.